Classée quatrième derrière le Cap-Vert, le Ghana et le Nigeria, la Côte d'Ivoire affiche, selon l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie, la meilleure performance en matière d'amélioration de la connectivité mobile en Afrique de l'Ouest. Sur 14 pays de la sous-région, le pays présente un indice de connectivité mobile de 45,7 points, au-dessus de l'indice moyen sous-régional qui est de 36,2 points et de celui d'Afrique subsaharienne qui est de 39,0 points. Le pays a ainsi fait progresser son indice de connectivité mobile de 9,2 points en 3 ans, de 2016 à 2018. Cette amélioration de l'indice de connectivité mobile de la Côte d'Ivoire s'est traduite, selon l'Association mobile des opérateurs de téléphonie, par une amélioration de l'infrastructure, de l'accessibilité et du développement du contenu dans le pays. Actuellement, seuls 4 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir Cap-Vert, Ghana, Nigeria et Côte d'Ivoire enregistrent un indice moyen de connectivité mobile supérieur à la moyenne d'Afrique subsaharienne. Ces 4 pays forment avec le Bénin et le Sénégal le groupe des 6 États à être au-dessus de l'indice moyen de connectivité mobile d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit, selon l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie, d'une faiblesse qui se justifie par les coûts élevés de l'extension de la couverture qui s'érige en défi de poids. Il faut également ajouter à ce défi des réglementations contradictoires et sources de distorsion de la part des gouvernements qui restreignent les investissements publics et privés destinés à connecter ceux qui ne le sont pas. D'après les prévisions du département américain de l'agriculture, les exportations sud-africaines de sucre franchiront un nouveau palier en 2019-2020. Elles devraient atteindre 1,4 million de tonnes, soit le second niveau le plus élevé, enregistré après le record de 2000-2001 qui s'était affiché à 1,7 million de tonnes. Cette prévision se justifie par la hausse escomptée de la production, la baisse de la consommation et l'accumulation de stocks. En effet, la production de sucre brut devrait grimper à 2,3 millions de tonnes, tandis que la demande affichera une chute de 4% à 1,7 million de tonnes. Ceci essentiellement à cause de la taxe sur les boissons sucrées qui limite l'usage de l'édulcorant par le secteur des boissons qui absorbe, avec la confiserie, près de 60% du volume total du sucre du pays. Un pays qui, rappelons-le, exporte principalement son sucre brut vers la Malaisie, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, les USA et la Namibie. Au cours de l'exercice 2019-2020, l'Égypte pourrait emprunter 820,7 milliards de livres, soit 48 milliards de dollars. C'est du moins l'estimation que les autorités du pays font des besoins de l'État qui ont ainsi augmenté de 26% par rapport à l'exercice 2018-2019. Les emprunts intérieurs devraient progresser de 45% durant le prochain exercice pour s'établir à 725,1 milliards de livres, tandis que les emprunts extérieurs connaîtront une baisse de 36% à 95,6 milliards de livres. Précisément, l'Égypte entend émettre des bons du Trésor d'une valeur de 435,1 milliards de livres durant l'exercice 2019-2020 contre 350,8 milliards prévus au cours de l'exercice 2018-2019, soit une augmentation de 24%. Quant aux émissions d'obligations domestiques, elles devraient augmenter de 93% au cours du prochain exercice à 290,1 milliards de livres. Les autorités égyptiennes entendent aussi recourir à l'émission des premières obligations vertes dans un contexte où la dette extérieure du pays a atteint 92,64 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2017-2018. Pays d'Afrique du Nord, l'Égypte a lancé en 2016 des réformes destinées à relancer son économie exsangue par les troubles consécutifs à la chute du régime du président Hosni Moubarak en 2011, en contrepartie d'un programme d'aide de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Ces réformes, parmi lesquelles figure une dévaluation sévère de la monnaie nationale, des coupes dans les subventions énergétiques et l'instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée, ont permis de revigorer les finances publiques du pays et de doper la croissance économique, tout en engendrant une montée en flèche de l'inflation et de la pauvreté.
Le Fonds monétaire international joint l'acte à la parole pour aider le Mozambique à passer le cap après le passage meurtrier du cyclone Idai. Avec un financement de 118 millions de dollars, le FMI apporte son appui à Maputo dans le cadre du programme de réponse du pays à la crise provoquée par le dit cyclone. Essentiellement destiné à reconstruire les infrastructures qui ont été détruites lors du passage de Idai le mois dernier, les 118 millions de dollars du FMI succèdent à l'annonce il y a quelques semaines d'un prêt d'urgence compris entre 60 et 120 millions de dollars pour le pays de la part de cette institution de Bretton Woods. L'aide financière vise à répondre aux énormes déficits de financement budgétaire et externe dus aux besoins de reconstitution après le cyclone Idai qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dommages infrastructurels, précise le FMI via un communiqué. Son aide intervient dans un contexte où le pays a annoncé une réduction de ses perspectives de croissance pour cette année. D'une prévision initiale de 3,8%, il table désormais sur une croissance économique entre 2,8% et 1,1%. Ceci en raison des dommages importants du cyclone sur le secteur agricole dont est grandement tributaire l'économie mozambicaine. Une semaine après le passage du cyclone Ida en Afrique australe et les intempéries qui ont suivi, la désolation règne encore dans la région. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre et les bilans ne cessent de s'alourdir. Au Mozambique, pays le plus durement frappé, on parle désormais de 242 décès enregistrés. Du côté du Zimbabwe, où un deuil national de 2 jours a été décrété jeudi soir, 139 personnes ont perdu la vie dans le pays, mais il reste encore au moins 189 disparus, dont 30 enfants, et les Nations Unies estiment désormais le nombre de sinistrés à 200 000. Autre pays touché, le Malawi, où le gouvernement a recensé 56 décès. Un chiffre qui pourrait s'alourdir car le barrage de Chagua, dans le sud, menace de céder si les pluies et les vents venaient à se poursuivre. Pour répondre à l'urgence humanitaire, les Nations Unies ont débloqué 200 millions d'euros de leur fonds d'urgence. L'ONU devrait par ailleurs lancer un appel de fonds dans les prochains jours. Destiné à fournir un appui au développement des secteurs d'infrastructure et de l'agriculture d'une part et de mener les activités de lutte contre la pauvreté d'autre part, le nouveau financement de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole au profit de l'Afrique porte sur un montant de 81 millions de dollars. Il va bénéficier à 4 pays notamment le Burkina Faso, l'Éthiopie, la Guinée et le Malawi. Spécifiquement, un premier financement de 19 millions de dollars permettra au Burkina Faso de réhabiliter l'axe routier Tunga-Waïgouya sur 94 km, améliorant ainsi la connectivité des zones de production du pays à la capitale Ouagadougou et facilitant l'accès d'environ 250 000 personnes aux services sociaux de base. La seconde enveloppe de 22 millions de dollars reviendra à l'Éthiopie pour réhabiliter l'axe routier Dila-Bouléaro-Wakou sur 68 km. Le projet devrait impacter plus de 730 000 personnes et leur permettra de bénéficier d'un meilleur accès aux services sociaux. Avec plus de 25 millions de dollars, la Guinée qui bénéficie du financement le plus important pourra mettre en œuvre le programme Agriculture familiale, résilience et marché en Haute et Moyenne Guinée visant à assurer la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté. En améliorant les infrastructures, le projet devrait bénéficier à près de 455 000 personnes. Enfin, la quatrième et dernière enveloppe d'un montant de 15 millions de dollars va au Malawi dans le cadre du programme de transformation de la vallée du Shire qui vise à terme à accroître la productivité agricole et la capacité commerciale d'environ 56 000 familles de petits exploitants. Au milieu des montagnes du Nord Kivu, la plantation de thé JTN tourne au ralenti en raison de l'insécurité. Avec 400 hectares, elle a employé jusqu'à 1200 personnes dans les années 80. Depuis, l'usine a plusieurs fois été attaquée par des groupes armés,
Malgré son matériel vétuste, elle peut encore assurer toute la chaîne de transformation du thé jusqu'à l'emballage et l'exportation. Quelques 400 personnes maintiennent l'activité sans être payées régulièrement et à leurs risques et périls. Tout aux alentours des usines, ce sont des groupes armés qui contrôlent, parce qu'au niveau du camp, nous n'avons seulement que 5 policiers et 5 militaires FARDC. Les groupes armés actifs dans la région disent défendre leur communauté, Hutu, Tutsi, Nandé, Houndé, lors des conflits fonciers. Ces milices attirent des jeunes sans emploi nombreux dans la région. À 10 km de l'usine, la localité de Mvezo bénéficie d'un programme d'appui des Nations Unies pour créer des activités génératrices de revenus. Parmi les bénéficiaires, Emmanuel. Le projet m'aide beaucoup, car avant je n'étais même pas capable de m'acheter un pantalon. Le programme de stabilisation coûte 6 millions de dollars aux Nations Unies. Pour les autorités, la paix est à ce prix. Le problème des communautés, c'est d'abord et avant tout un problème de chômage. Pour lutter contre les armes, les autorités misent aussi sur le dialogue, afin de libérer un jour les montagnes du Nord Kivu de la violence. $3 milliards, c'est la somme que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite s'engagent à débloquer au profit du Soudan. Les deux puissances du Golfe unissent leurs forces pour mettre à la disposition du pays une nouvelle aide. Laquelle aide vise à permettre à ce pays d'Afrique de l'Est de trouver une solution à la crise économique qu'il traverse, alors que le chef de l'État Omar el-Béchir a été renversé. Réparti en deux grandes tranches, l'apport des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite va d'une part consister en un dépôt de $500 millions dans la Banque centrale du Soudan pour alléger la pression sur la livre soudanaise, la devise locale. D'autre part, le reste du financement devrait permettre d'assurer des besoins en nourriture, en médicaments et en carburant. L'objectif visé par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite est d'essayer de rétablir une certaine stabilité politique au sein d'un pays considéré comme un de leurs alliés traditionnels, notamment dans la guerre au Yémen. Leur financement intervient quelques semaines après l'annonce d'une précédente enveloppe de $300 millions de la part de deux fonds d'investissement basés à Abu Dhabi pour rétablir l'équilibre économique du Soudan, un pays qui peine à retrouver son calme depuis la chute du président Omar el-Béchir, qui a conduit à la cession des militaires au pouvoir dans un contexte où les contestations sociales de la population montent pour réclamer un gouvernement civil. Avec près de 32 100 tonnes d'avocats importés en 2017 pour une valeur de $105 millions, contre seulement 32 tonnes en 2011, la Chine apparaît aujourd'hui comme un marché à fort potentiel pour la Tanzanie. Un marché que les acteurs du sous-secteur horticole envisagent de pénétrer. Pour l'association horticole tanzanienne, il s'agit précisément de diversifier les débouchés au-delà du marché européen où la concurrence provient des pays d'Amérique latine comme le Mexique et le Pérou. Plusieurs verrous restent cependant à sauter pour amener la Tanzanie à tirer le meilleur parti de cette opportunité, comme l'absence d'accords bilatéraux que l'association horticole tanzanienne travaille à combler de concert avec le gouvernement. En effet, cette association, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, à travers le service phytosanitaire, a initié une procédure formelle pour permettre aux exportateurs tanzaniens d'accéder au marché chinois et certains d'entre eux sont déjà en discussion avec de potentiels acheteurs. Quatrième exportateur africain d'avocats derrière le Kenya, l'Afrique du Sud et le Maroc, la Tanzanie produit en moyenne chaque année 7 000 tonnes du fruit.